est arrivé fatidiquement de l'Union soviétique. Et qu'on a commencé à voir avec la défaite soviétique en Afghanistan, avec l'écroulement de l'économie soviétique qui ne pouvait plus rien faire, et la montée en puissance, évidemment, des puissances européennes et de la puissance américaine. Oui. Pour répondre à M. Van, monsieur, la réunification d'Allemagne, c'était vraiment une volonté du peuple de l'Allemagne. Donc, il les a appelés des séparatistes. Donc, c'est eux qui veulent se séparer. C'est pas vraiment c'est pas vraiment on n'a pas besoin d'une intervention externe pour les réunifier. Donc, si tu veux du changement, c'est de l'intérieur, pas de l'extérieur. Merci. Bon, maintenant, c'est à moi de vous poser des questions. Oui, c'est l'heure. Pour voir si vous avez suivi. Si je vous pose la question, quels sont les mots-clés que vous retenez de cet exposé? Donnez-moi, par exemple, une dizaine de mots-clés. L'hégémonie, comme l'a dit monsieur. Hein? Oui, Dis. on a demandé 12. Moi, j'ai demandé 10. Hein? Ça fait un dixième. Il y a des mots-clés. Quels sont? Si on devait faire l'index de cet exposé. Hégémonie, hein? C'est donc. Corruption, c'est ça. Hein? La corruption. La construction et la chute. Construction et la chute. Séparation. Libéralisation. Unification. Unification, sans aucun doute. Hein? On va l'exposer ici. On va nous amuser à faire l'index. Hein? Les noms propres, qu'est-ce que vous avez retenu comme nom propre? Gorbatchev, hein? Lénine. Churchill, hein? Lénine. Yalta. Swarovski. Hein? Swarovski. On a Lénine. Mais les choses sont similaires. Les acteurs de la réunification. Alors, Zidouni. Margaret Thatcher. Regardez ces deux, le petit et le grand. Mitterrand. Helmut Kohl. Helmut Kohl, oui. Willy Brandt. Willy Brandt, on a à droite. Ronald Reagan, bien sûr. Hein? Thatcher. Madame Thatcher. Hein? Bien, alors. Plan Marshall. Procès de Nuremberg. Schroeder, Honecker. Loi fondamentale. Yalta, comme l'a dit Sinourdine. Berlin. Bonn. Madame Merkel. Grande coalition, ligne Oder-Neisse. Qu'est-ce que c'est que la ligne Oder-Neisse? On en a parlé en cours. J'aurais dû donner ça en question pour l'interrogation de demain. La Pologne et l'Allemagne. La ligne Oder-Neisse, c'est la frontière naturelle. Ce sont deux fleuves. Le fleuve Oder et le fleuve Neisse, qui se rejoignent, hein, qui donnent une ligne de frontière naturelle entre l'Allemagne et la Pologne. Et lorsque Hitler arrive au pouvoir, il considère que la ligne Oder-Neisse n'est pas la frontière, et donc il envahit la Pologne et dit que la Pologne est une partie de l'Allemagne. Et tout le combat de la Pologne, c'est le retour à la frontière Oder-Neisse. Et l'une des premières décisions qui sont prises après la guerre, c'est de rétablir la ligne Oder-Neisse comme frontière entre l'Allemagne et la Pologne, qui revoit le jour après avoir disparu. Le plan Marshall.
Il faut le détailler. Bon, le 5 juin 1947, dans un discours prononcé à l'université de Harvard, le général George Marshall annonce un programme d'aide du développement comme le monde n'en avait encore jamais connu. Ce programme de reconstruction européenne gardera dans l'histoire le nom de son auteur George Marshall, secrétaire d'État ou ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement du président Harry Truman. Alors, George Marshall... Harry Truman. Alors, George Marshall veut aider l'Europe, y compris l'URSS, à se mettre sur pied au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc le plan Marshall, c'est un plan financier essentiellement d'aide à l'Europe et surtout à l'Allemagne pour se reconstruire après ce qui est arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale. N'oubliez pas que l'Allemagne, et notamment Berlin, il n'y avait plus un seul immeuble à Berlin après la guerre. Ça a été détruit totalement. Il n'y avait plus rien. C'était la démolition totale. Et donc, c'est pour ça qu'on parle du miracle allemand, toujours. Le miracle allemand, parce que personne n'imaginait que l'Allemagne allait non seulement revoir le jour, mais en quelques années, redevenir la puissance économique mondiale que l'on connaît. Ben, on a parlé aussi de Helmut Kohl. Bon, là, Willy Brandt quand même mérite qu'on parle de lui. Parce que c'est un homme politique parmi les plus importants qu'a connu le XXe siècle. De par d'abord sa stature, de par son rayonnement, et aussi de par son intégrité. Willy Brandt a été, tout d'abord, il a commencé sa carrière politique comme maire de Berlin. Président de la municipalité de Berlin-Ouest, bien évidemment. Et c'est là qu'en tant que maire de Berlin, qu'il a reçu plusieurs chefs d'État, parmi lesquels le président américain Kennedy, qui avait prononcé dans son fameux discours à Berlin, dans lequel il dit « Ich bin Berliner », c'est-à-dire « je suis un Berlinois », pour montrer précisément l'attachement à la réunification de Berlin. Et lorsque Willy Brandt a été élu chancelier de l'Allemagne, il a été élu chancelier, comme l'a dit votre camarade, dans ce qu'on appelle en Allemagne une grande coalition. C'est-à-dire une coalition entre la droite et la gauche. Willy Brandt était le leader du SPD allemand, du Parti social-démocrate allemand, et il a fait une coalition avec le Parti libéral, présidé par Walter Scheel, qui était ministre des Affaires étrangères, et aussi avec les démocrates chrétiens. Comme Mme Merkel, avant les élections de cette année, elle était à la tête de ce qu'on appelle une grande coalition, c'est-à-dire une coalition entre la droite et la gauche, ce qui donnait au gouvernement une majorité au sein du Bundestag extrêmement importante. Et Willy Brandt, lorsqu'il est devenu chancelier allemand, il a essayé, dans un premier temps, de normaliser les rapports avec l'Allemagne de l'Est. Il a essayé donc un rapprochement entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Parce qu'avant l'arrivée de Willy Brandt au pouvoir, la doctrine, la théorie qui était en vigueur en Allemagne, faisait que, pour l'Allemagne de l'Ouest, chaque État qui a des relations avec l'Allemagne de l'Est, cela veut dire qu'on doit rompre avec lui. L'Allemagne, c'est un geste inamical à l'égard de l'Allemagne de l'Ouest, et donc l'Allemagne de l'Ouest rompue. Willy Brandt vient mettre fin à cette doctrine, et il essaye un peu un rapprochement, qui aboutit, si mes souvenirs sont bons, en 1972, on en a parlé, au traité entre les deux Allemagnes.
traité entre les deux Allemagnes, en vertu duquel la République fédérale allemande et la République démocratique allemande se reconnaissent mutuellement et échangent des relations diplomatiques. Donc, ils ont des relations normales, et après cette reconnaissance, les deux Allemagnes, nous l'avons vu aussi dans le cours, les deux Allemagnes deviennent membres de l'Organisation des Nations Unies. Parce qu'avant, avant 1972, on n'imaginait pas d'admettre une Allemagne et de ne pas admettre l'autre Allemagne. Donc lorsque les deux Allemagnes se sont reconnues mutuellement, évidemment, il a été possible de les admettre. Donc, Willy Brandt va conduire une politique qu'on appelle la Realpolitik. En allemand et en anglais, la même chose. La Realpolitik. C'est-à-dire une politique réaliste. Politique réaliste. Il ne suffit pas de dire non, moi je ne reconnais pas l'Allemagne de l'Est, elle n'existe pas. Elle existe, hein, elle est là. Donc il vaut mieux prendre en considération le réel. Hein. Il ne s'agit pas de dire cette table n'existe pas. Elle existe, mais je peux l'arranger, hein, la rendre un peu plus importante pour l'exposer. Hein. Donc, Willy Brandt fait un rapprochement avec l'Allemagne de l'Est, les deux Allemagnes se reconnaissent, il conclut un traité pour l'échange des relations diplomatiques, il fait un rapprochement avec l'URSS aussi, et il y a le traité germano-soviétique aussi dont on a parlé, et Willy Brandt donc a posé en quelque sorte la première pierre de la réunification allemande. C'est la raison, lorsqu'il y a eu la réunification de l'Allemagne, l'une des premières personnes qu'on a vues, c'était Willy Brandt, bien que ce moment-là, il avait quitté totalement la scène politique. De qui encore on peut parler? Si vous permettez, je ne sais pas, c'est par exemple la situation entre l'Allemagne, entre les deux Allemagnes pourrait s'apparenter un tout petit peu à celle qui existe actuellement entre Taïwan, par exemple, et la Chine. Parfaitement, oui. Oui, nous l'avons dit, après la guerre, on a eu plusieurs États divisés. On a eu la Corée du Nord et la Corée du Sud, on a eu l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et en 1949, après le triomphe de la révolution chinoise conduite par Mao Tse-tung, on a eu d'une part la République populaire de Chine et d'autre part la Chine nationaliste qu'on appelle Taïwan. Donc il y a eu division. Et la division existe jusqu'à maintenant. Bon, Taïwan, c'est un tout petit État, alors que la République populaire de Chine est un continent. Et c'est un peu la même chose, et on essaie toujours même entre les deux Corées aussi, on essaie de réunifier les deux, mais jusque-là, sans résultat. Il n'y a pas eu de réunification jusque-là. Peut-être, je ne sais pas si vous avez des questions. Et puis... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, allez, oui. En fait, c'est par rapport... Oui, allez-y. Allez-y. Pourquoi elle a voulu nous parler aujourd'hui? Sur quel intérêt? Quelle leçon morale peut-on tirer de cette chute? Elle est mieux placée, je pense, à... N'est-ce pas? Elle est mieux placée à répondre. En plus que moi, j'ai trop parlé. Non, monsieur. C'est mauvais quand l'enseignant parle trop. Non, puisque vous êtes là, il faut qu'on profite moi-même pour poser des questions. Allez-y, répondez. La question... Quel est l'intérêt de l'Allemagne? Pourquoi a-t-on choisi ce sujet? Parce qu'on a fêté le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et automatiquement, la chute du mur de Berlin est liée à l'Allemagne. On ne peut pas parler d'autres pays, sauf... En fait, ce qu'il a voulu demander, ce qu'il a voulu comprendre, c'est quelle est la leçon qu'on peut tirer de l'événement de la chute du mur de Berlin. Quels ont été les vrais changements profonds, externes et internes, non visibles et invisibles, de la chute de ce mur, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que ça a apporté au monde? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'on peut apprendre?
quelles sont les leçons pour l'avenir? C'est ce qu'il a voulu demander. Pour les conséquences, primo, c'est premièrement, c'est la réunification de l'Allemagne. Il n'y a pas ni l'Est ni l'Ouest. Et c'est ça. On en avait parlé. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus négliger ce qui s'est passé, c'est-à-dire la fin. Jusqu'à 2009. Bien entendu, c'est ça ce que les deux superpuissances. Il y a finalement la fameuse hégémonie. Oui, en fait, il n'y a plus de puissance. Et, il y a la réunification entre l'Est et l'Ouest. Et même de tous les côtés économiques, social, politique. Regardez, comme je vous l'ai dit, le 3 novembre 1989 est une date symbolique. Pourquoi? L'histoire de l'humanité